Le tintement de l'argenterie fine contre la porcelaine de Limoges était la seule musique à l'intérieur de l'Aurélia. Une symphonie pour l'élite dorée de Paris. Au milieu de tout cela se déplaçait Chloé, une serveuse aux espoirs effilochés et aux cicatrices invisibles, un fantôme dans un monde qui refusait de la voir. Elle savait que ce royaume d'une richesse stupéfiante était une forteresse, ses murs immaculés construits sur des secrets écrasantes. Ce soir, les architectes de cette forteresse, la redoutable famille Lebrun, étaient assis à la table qui lui était assignée. Elle avait répété mentalement ce moment unique pendant 10 années angoissantes. Il ne s'agissait pas d'une simple vengeance. Il s'agissait d'une vérité enfouie si profondément que seul un langage silencieux pourrait la déterrer. Ses mains, stables et attendant à ses côtés, étaient sur le point de faire exploser une bombe silencieuse dans leur monde parfaitement orchestré. L'air de l'Aurélia était lourd du parfum de l'argent et de l'huile de truffe. C'était un endroit où les conversations se menaient à voix basse, sur un ton de conspiration, et où la chute d'une fourchette résonnait avec la force d'un scandale public. Chloé avait appris à naviguer dans ce monde avec une invisibilité quasi parfaite. Depuis 2 ans, elle faisait partie de la mécanique impeccable du restaurant, ses mouvements économes, son sourire un masque poli et impénétrable. Son uniforme était impeccablement amidonné, un contraste frappant avec la fatigue qui pesait sur ses épaules. Ses chaussures étaient pratiques mais usées aux semelles, un témoignage silencieux des kilomètres qu'elle parcourait chaque nuit entre une ville impitoyable et cette bulle de déni opulent. Ce soir, cependant, était différent. Le bourdonnement habituel de la salle à manger avait été remplacé par une tension palpable, un courant d'électricité qui suivait l'entrée d'un groupe particulier, celui de Nathanaël Lebrun. Son nom était un titre de journal, une marque, une arme. Il était le PDG de Lebrun Industries, un titan de la finance qui avait hérité non seulement d'une fortune, mais d'une dynastie bâtie sur des acquisitions impitoyables et des accords murmurés en coulisses. Il se déplaçait avec la grâce prédatrice d'un homme à qui on n'avait jamais dit non. Son costume sur mesure collait à sa silhouette comme une seconde peau d'autorité pure, un vêtement qui valait plus que ce que Chloé gagnait en une année entière. Mais il n'y avait pas que Nathanaël qui commandait l'attention de la salle. Avec lui se trouvait sa mère, Éléonore Lebrun, la matriarche silencieuse et énigmatique de la famille. Drapée de perles et d'une robe gris anthracite qui semblait absorber la lumière autour d'elle, elle était un portrait d'élégance tragique. Son visage, bien que ridé par la carte délicate de l'âge, portait une tristesse profonde et lointaine dans ses yeux vifs et intelligents. Elle ne parlait pas. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis plus de 30 ans. Éléonore Lebrun était sourde. Chloé les observait depuis son poste près de la cuisine, son cœur battant un rythme effréné contre ses côtes. Elle sentit la bile amère familière monter dans sa gorge, un goût de cendre et de souvenirs refoulés. Elle les connaissait non pas des pages mondaines ou des nouvelles économiques, mais d'une vie qui lui avait été volée. Elle connaissait la façon dont la mâchoire de Nathanaël se contractait quand il était impatient, un trait qu'il avait hérité de son père. Elle connaissait la façon dont les doigts d'Éléonore traçaient subtilement les motifs de la nappe, une habitude nerveuse d'un temps lointain. La réservation était apparue sur la liste du soir sous un simple « L », mais tout le personnel savait ce que cela signifiait. Monsieur Dubois, le maître d'hôtel, avait pris Chloé à part plus tôt, son visage grave. Table 7, Chloé, les Lebrun. Monsieur Lebrun s'occupera de tout. N'adressez en aucun cas la parole. Directement à sa mère. Soyez rapide. Soyez invisible. Aucune erreur. Ces mots étaient un avertissement, mais pour Chloé, ils étaient un défi. N'adressez pas la parole directement à sa mère. C'était le même ordre que le monde avait donné à son père, le même ordre qu'il avait finalement brisé. Alors qu'elle ramassait les menus reliés en cuir, leur poids semblait être celui de Pierre dans ses mains. Elle lissa son tablier, un geste féodal, et se dirigea vers la table 7. La traversée du tapis moelleux ressemblait à la traversée d'un champ de mine. Les yeux de tous les autres convives la suivaient, leur curiosité piquée au vif. « Bonsoir, monsieur Lebrun », dit Chloé, sa voix égale et professionnelle, ne trahissant rien de la tempête qui faisait rage en elle. « Bienvenue à l'Aurélia. » Nathanaël ne leva pas les yeux de son téléphone. Il agita une main dédaigneuse. « Nous prendrons le menu dégustation, l'accord mets-vin réservé, et une bouteille de San Pellegrino. Ce sera tout. » Il ne lui avait même pas jeté un regard. Il parlait pour sa mère comme si elle était un bagage, un accessoire de son pouvoir. Le regard de Chloé vacilla vers Éléonore. La femme plus âgée regardait par la vaste fenêtre l'horizon scintillant de Paris, mais il n'y avait aucune merveille dans ses yeux, seulement une résignation vide. Ses mains reposaient immobiles sur ses genoux, sa posture rigide. Elle ressemblait à une reine emprisonnée dans une tour de sa propre richesse. Chloé vit le tremblement léger, presque imperceptible, de sa main gauche, le serrement subtil de sa mâchoire.
C'était un regard que Chloé reconnaissait intimement, le cri silencieux de quelqu'un qui est présent mais non entendu, vu mais non reconnu. Le système était conçu pour effacer Éléonore, pour en faire un bel ornement silencieux. Son fils, son protecteur, était son principal geôlier. Il parlait pour elle, commandait pour elle, et existait pour elle, s'assurant qu'elle n'ait jamais à importuner le monde entendant avec son silence. Et ce faisant, il la rendait complètement et totalement muette, une simple poupée dans le théâtre de sa vie. Chloé posa les verres à eau avec un soin méticuleux. Le verre frais était une force d'ancrage contre la chaleur qui montait dans sa poitrine. Pendant 10 ans, elle avait rêvé de cette confrontation. Elle avait imaginé crier des accusations, jeter des assiettes, provoquer une scène qui briserait la façade immaculée du nom des Lebrun. Mais alors qu'elle se tenait là, observant la souffrance silencieuse d'Éléonore, elle sut que le bruit n'était pas l'arme dont elle avait besoin. Son père lui avait appris que les mots les plus puissants étaient ceux qui n'étaient jamais prononcés à voix haute. Elle prit une profonde inspiration. L'odeur de parfum cher et de canard rôti emplissait ses poumons. C'était le moment. Le moment où le passé entrerait enfin en collision avec le présent. Elle tourna légèrement son corps, s'orientant de manière à être carrément dans le champ de vision d'Éléonore Lebrun, et se prépara à enfreindre toutes les règles qu'on lui avait données. Nathanaël était déjà plongé dans un appel téléphonique à voix basse mais intense, le dos partiellement tourné à la table. Il avait renvoyé Chloé, la serveuse, aussi complètement qu'il avait renvoyé le libre arbitre de sa mère. Il la voyait comme un meuble, un objet fonctionnel dans le grand théâtre de sa soirée. C'était l'ouverture que Chloé attendait. Elle croisa le regard d'Éléonore de l'autre côté de la table. Pendant une seconde fugace, les yeux de la femme plus âgée enregistrèrent la surprise. Le personnel dans des endroits comme celui-ci était formé pour être périphérique, pour ne jamais établir de contact visuel direct et prolongé. Chloé soutint son regard, offrant un petit hochement de tête presque imperceptible. Elle vit une lueur de curiosité dans les yeux bleus profonds d'Éléonore, une étincelle dans les braises. Les mains de Chloé, qui avaient été jointes derrière son dos dans une posture de servitude, s'avancèrent. Elle ne bougeait pas avec l'efficacité vive d'une serveuse, mais avec une grâce fluide et délibérée. Ses doigts commencèrent à danser dans l'air entre eux, façonnant les pensées en forme. Ce n'était pas la langue des signes française académique que l'on pourrait apprendre dans un cours du soir. C'était un dialecte plus personnel, nuancé, plein de raccourcis et de classificateurs spécifiques qui ne se développent qu'entre deux personnes ayant passé une vie à communiquer sans son. Ses mains formèrent d'abord une question, simple et polie. « L'eau est-elle à votre goût ?» La posture d'Éléonore changea instantanément. L'immobilité rigide se dissolut. Ses yeux s'écarquillèrent, non pas de choc, mais d'une pure incrédulité sans phare. Sa tête s'inclina, et elle se pencha très légèrement en avant, une statue prenant vie. Ses propres mains, qui reposaient inertes sur ses genoux, tressaillirent d'une impulsion longtemps oubliée. Elle regarda du visage de Chloé à ses mains en mouvement et vice-versa, son expression un tourbillon de confusion et d'émerveillement naissant. Qui était cette fille? Nathanaël, toujours absorbé par son appel, restait inconscient. Le faible murmure du restaurant offrait la couverture parfaite pour l'événement sismique silencieux qui se déroulait à sa table. Chloé continua, ses mouvements devenant plus assurés. Elle n'attendit pas de réponse à la première question. Elle savait que ce n'était que la clé de la serrure. Maintenant, elle allait ouvrir la porte. Ses mains bougèrent de nouveau, cette fois avec une signification si spécifique, si personnelle que c'était comme un mot de passe secret. Les signes étaient rapides, un récit complexe en quelques gestes. Elle signa un nom qui avait été interdit, effacé de l'histoire de la famille Lebrun depuis 2 décennies. Robert, signa-t-elle, ses doigts éplant le nom avec des mouvements nets et précis. Puis elle ajouta une fioriture, un signe qui n'était dans aucun dictionnaire. Sa main imita la forme d'une grande fleur ronde, puis balaya en un arc, un geste pour la couleur bleue. Elle le fit suivre du signe pardonné, et pointa directement Éléonore. La phrase complète, non dite mais assourdissante de clarté, était « Robert, il vous apportait les hortensias bleues ». L'effet sur Éléonore Lebrun fut instantané et dévastateur. Un hoquet audible et sec s'échappa de ses lèvres, le premier son que quiconque dans le restaurant l'avait entendu faire. Sa main parfaitement manucurée vola à sa bouche, ses yeux s'inondant de larmes. Le masque poli de la matriarche de la haute société s'effrita, révélant le visage brut et sans défense d'une femme qui venait de voir un fantôme. Les hortensias bleues. C'était leur secret. Robert Morin, leur chauffeur et chef du personnel de maison pendant plus de 15 ans, était également sourd. Lui et Éléonore partageaient un monde de silence, un lien que le père de Nathanaël, le redoutable patriarche Richard Lebrun, avait toléré mais jamais compris. Chaque lundi, sans faute,
Robert coupait les plus parfaits hortensias bleus de son propre petit jardin et les plaçait dans un vase dans le salon privé d'Éléonore. C'était un acte d'amitié silencieux, une touche de couleur vibrante dans son monde feutré. Après que Robert fut déshonoré, accusé de vol et renvoyé, chaque buisson d'hortensia sur le domaine des Lebrun avait été arraché sur ordre de Richard. Les fleurs et l'homme qui les apportait devaient être oubliés. Nathanaël termina enfin son appel, se retournant vers la table avec un air d'irritation. Maintenant, comme je le disais, il s'arrêta en pleine phrase. Il vit la serveuse debout, les mains figées en l'air. Il vit sa mère éternellement composée et silencieuse, des larmes coulant sur son visage, son corps tremblant. « Qu'avez-vous fait » siffla-t-il, sa voix basse et dangereuse. Il repoussa sa chaise, se levant, ses yeux des éclats de silex froid, fixés sur Chloé. « Qu'est-ce que vous lui avez dit, bon sang ?» Il supposait qu'elle avait parlé, qu'elle avait dit quelque chose de cruel ou d'insultant. L'idée qu'elle ait pu communiquer de toute autre manière lui était complètement étrangère. Mais Éléonore lui répondit, non pas avec sa voix, mais avec ses mains. Elles se levèrent de ses genoux, tremblant violemment, maladroite après des années d'inactivité. Mais les signes étaient clairs. Une question frénétique, désespérée, adressée à Chloé. « Qui êtes-vous ? Comment savez-vous » Les autres clients commençaient à regarder maintenant. Le drame silencieux à la table, devenait un spectacle. Monsieur Dubois se dirigeait déjà vers eux, le visage un masque de panique contrôlée. Chloé regarda directement Nathanaël, ses propres yeux brillants maintenant, non pas de larmes de tristesse, mais du feu d'une colère juste qui couvait depuis une décennie. Ses mains bougèrent une dernière fois, lentes, délibérées et indéniables. Elle signa son propre nom, Chloé. Puis elle signa le mot pour père, et épela à nouveau son nom, mon père, Robert. Le silence qui suivit fut plus profond que n'importe quel son. Nathanaël Lebrun regardait, son esprit luttant pour traiter l'information. La serveuse, la fille du chauffeur, la fille de Robert, le passé qu'on lui avait appris à enterrer, venait de s'approcher de sa table et de lui servir une vérité plus brûlante que n'importe quel plat au menu. Le choc n'était pas seulement qu'elle puisse signer. Le choc était ce qu'elle avait signé. Elle avait ressuscité un nom. Elle avait déclaré une guerre, et tout le monde dans le restaurant regardait maintenant. Le monde soigneusement construit de Nathanaël Lebrun se fractura à cet instant. Le nom de Robert résonnait dans l'espace silencieux entre eux, un fantôme invoqué par les mains d'une serveuse qu'il avait jugée insignifiante. Son premier instinct fut la rage, la défense primale d'un homme dont l'autorité venait d'être publiquement défiée. « Sortez !» gronda-t-il, sa voix un grognement bas qui trancha le bavardage ambiant du restaurant. Il fit un pas vers Chloé, sa présence redoutable destinée à intimider, à écraser. « Vous êtes renvoyé. Sortez de ce restaurant tout de suite. » Monsieur Dubois arriva à la table, le visage pâle. « Monsieur Lebrun, y a-t-il un problème ? Je suis vraiment désolé. » Il se tourna vers Chloé, les yeux pleins de fureur. « Mademoiselle, qu'avez-vous fait ? Je vous avais prévenu. » Mais Chloé ne broncha pas. Elle tint bon, le menton haut. La peur qui avait été sa compagne constante pendant des années avait disparu, remplacée par une certitude froide et dure. Elle n'était plus seulement une serveuse. Elle était la fille de son père, et elle était ici pour demander des comptes. « Elle reste », commanda une nouvelle voix, ou plutôt un nouvel ensemble de mains. Tous les yeux se tournèrent vers Éléonore. Elle s'était levée de sa chaise, sa main agrippant le bord de la table pour se soutenir. Son visage était une tempête d'émotions, chagrin, choc, mais aussi une résolution protectrice féroce que Nathanaël n'avait pas vue depuis des décennies. Ses mains, bien que tremblant encore, bougeaient avec une force et une clarté retrouvées. Elle signa de nouveau, son regard fixé sur son fils. « Elle reste. Je dois lui parler. » Nathanaël fixa sa mère comme s'il la voyait pour la première fois. Pendant toute sa vie d'adulte, elle avait été une présence passive, une fragile poupée de porcelaine à gérer et à protéger. Il prenait ses décisions, organisait sa vie et faisait taire son silence. Maintenant, elle le défiait, communiquant avec une volonté qu'il croyait depuis longtemps éteinte. Et elle le faisait pour défendre cette fille, la fille de l'homme qui avait soi-disant trahi leur famille. « Mère, c'est inapproprié, » dit-il, la voix tendue par une fureur contenue. « Cette femme n'est personne. Elle essaie délibérément de vous perturber. Elle cherche probablement une compensation financière. » Les mains d'Éléonore s'envolèrent, ses mouvements vifs et coléreux. « Il n'a jamais volé. Tu le sais. Demande-lui pour les fleurs. » Son expression le suppliait de comprendre la signification de ce geste. La mention des fleurs sembla percer l'armure d'indignation de Nathanaël. Une lueur d'un souvenir lointain traversa son visage. Une image vague de sa mère, plus jeune et plus heureuse, arrangeant des fleurs bleues dans un vase.
C'était une pièce d'un puzzle qu'il n'avait jamais pris la peine de résoudre. Ce n'est ni le moment ni le lieu, insista-t-il, son sang-froid commençant à s'effriter alors qu'il sentait les yeux des autres convives sur lui. La famille Lebrun n'étalait pas ses secrets en public. Chloé vit son opportunité. « Votre mère a raison, monsieur Lebrun, » dit-elle, sa voix claire et stable. « Mais vous aussi. Ce n'est pas le lieu. » Elle regarda du visage enragé de Nathanaël à celui, plein d'espoir, d'Éléonore. « Mon service se termine dans 1 heure. Je vis au 542 rue du Cherche-Midi, appartement 3B. Si vous voulez la vérité sur ce qui est arrivé à mon père, l'homme qui a servi loyalement votre famille pendant 15 ans, vous viendrez me trouver. » Sur ce, elle tourna les talons et s'éloigna, laissant un silence stupéfait dans son sillage. Elle n'attendit pas que M. Dubois la renvoie. Elle savait que sa carrière à l'Aurélia était terminée. Mais cela n'avait pas d'importance. Un emploi de 2 ans n'était rien comparé à une injustice de 20 ans. De retour à la table, la famille était en plein désarroi. Éléonore se rassit. Tout son comportement avait changé. La résignation avait disparu, remplacée par un feu obstiné. Elle signa avec emphase à son fils. « Nous y allons. »« Ne soyez pas ridicule, mère, » claqua Nathanaël, sa patience épuisée. « Nous n'allons pas dans le taudis d'une serveuse à Belleville. C'est une arnaque. Je demanderai à Leclerc de se pencher sur la question demain matin. » Maître Leclerc. Le nom était une autre clé. Vincent Leclerc était l'avocat de la famille Lebrun, un homme aussi lisse et venimeux qu'une vipère. Il avait été un jeune associé il y a 20 ans, celui qui avait géré la désagréable affaire avec Robert. Éléonore secoua la tête avec véhémence. Ses mains étaient un flou. « Tu ne comprends pas. Ton père, il a peut-être fait une erreur. » Cette dernière phrase atterrit comme un coup physique. Pour Nathanaël, son défunt père, Richard Lebrun, avait été un dieu infaillible, puissant et toujours juste. Toute sa vision du monde reposait sur les fondations de l'héritage de son père. Entendre sa mère remettre cela en question, suggérer même que le patriarche avait été capable d'erreur, était une hérésie du plus haut niveau. Il fixa le visage déterminé de sa mère. La dynamique du pouvoir entre eux avait irrévocablement changé. La femme silencieuse qu'il avait gérée si longtemps formulait maintenant des exigences, le forçant à affronter un passé qu'on lui avait appris à mépriser. Il vit la détermination sur sa mâchoire et sut, avec un sentiment de défaite, qu'il ne gagnerait pas cette dispute. Pour la première fois de sa vie, le silence de sa mère n'était pas un vide qu'il pouvait combler de ses propres intentions. C'était un mur qu'il ne pouvait pas franchir. Il s'affala dans son fauteuil, la nourriture exquise sur la table ressemblant maintenant à de la cendre. Il passa une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, son esprit tournant à plein régime. La serveuse, Chloé. Il pouvait voir le visage de son père maintenant, un souvenir faible et brumeux d'un homme bon aux yeux doux qui avait toujours un bonbon pour lui quand il était enfant. Un homme qu'ils avaient tous traité de voleur. Nathanaël Lebrun était un homme qui contrôlait tout, les marchés, les entreprises, les gens. Mais à cet instant, il ressentit une terrifiante perte de contrôle. Une simple serveuse, avec quelques mouvements de ses mains, avait réussi à faire ce qu'aucun rivalant. Affaire n'avait jamais pu faire. Elle avait percé les murs de la forteresse de sa famille et menaçait de les abattre de l'intérieur. Il regarda le visage plein d'attente de sa mère et sut qu'il n'avait pas le choix. Il devait aller à cet appartement. Il devait connaître la vérité. L'appartement du 542 rue du Cherche-Midi était à un monde de distance de l'Aurélia. Le hall d'entrée sentait le désinfectant et le chou bouilli. L'ascenseur gémit en signe de protestation en montant au 3e étage. L'appartement 3B de Chloé était petit et meublé de façon spartiate, mais d'une propreté immaculée. Les seules décorations étaient quelques photographies encadrées sur le mur, un sanctuaire à une vie qui avait été. Sur chaque photo, un homme aux yeux bons et souriants se tenait fièrement à côté d'une Chloé plus jeune et rayonnante. C'était Robert. Sur une photo, il apprenait à une toute petite Chloé à signer la lettre A. Sur une autre, il se tenait dans un petit mais vibrant jardin entouré d'énormes buissons d'hortensia d'un bleu impossible. Sa fierté et son amour pour sa fille rayonnaient de chaque image. Chloé venait de finir de se changer lorsque la sonnette retentit. Son cœur bondit dans sa gorge. Elle prit une profonde inspiration et appuya sur le bouton. « Bonjour, c'est Nathanaël Lebrun », dit la voix à l'interphone, sèche et impatiente. Chloé les laissa entrer. Elle ouvrit la porte de son appartement et attendit. Quelques instants plus tard, Nathanaël et Éléonore apparurent au bout du couloir. Nathanaël semblait profondément mal à l'aise, son costume coûteux totalement déplacé au milieu du linoléum éraflé et des néons vacillants. Éléonore, cependant, regardait autour d'elle avec une sorte de curiosité triste, ses yeux absorbant chaque détail. Chloé les fit entrer.
Elle n'avait pas grand-chose à offrir, mais elle fit un geste vers les 2 fauteuils dépareillés qu'elle possédait. Nathanaël resta debout, scrutant la pièce comme s'il cherchait des menaces. Éléonore, cependant, se dirigea directement vers le mur de photographie. Elle s'arrêta devant la photo de Robert dans son jardin. Ses doigts tracèrent doucement le contour de son visage souriant, un geste d'une profonde tendresse et d'un regret immense. Elle se tourna vers Chloé, ses yeux posant la question qu'elle ne pouvait pas exprimer. Chloé comprit. « Il est décédé il y a 8 ans, dit-elle doucement, la voix épaisse d'émotion. Son cœur. Le médecin a dit, ils ont dit que c'était le stress. Un cœur brisé, en réalité. Les mots restèrent en suspens dans l'air, une accusation silencieuse. La mâchoire de Nathanaël se serra. « Mademoiselle, je ne sais pas à quel jeu vous jouez. Ce n'est pas un jeu, monsieur Lebrun, l'interrompit Chloé, sa voix gagnant en force. C'est ma vie. La vie que vous et votre père avez détruite. Elle se dirigea vers un petit coffre en bois dans un coin de la pièce. Elle en sortit une sacoche en cuir usé. Mon père était l'homme le plus honnête que j'ai jamais connu. Il vénérait votre famille. Il vénérait particulièrement votre mère. Elle regarda Éléonore, qui l'observait attentivement. Il me racontait comment votre mari, Richard, contrôlait tout. À quel point votre mère était seule dans cette immense maison silencieuse. Il disait que les hortensias étaient les seules choses qui la faisaient sourire. Il disait que c'était son devoir de lui apporter un petit morceau de joie. Chloé ouvrit la sacoche et étala son contenu sur sa petite table basse. Il y avait de vieilles coupures de journaux jaunis. Les titres étaient brutaux. Un voleur chez les Lebrun attrapé. Un domestique de confiance trahit une famille de millionnaires. Il y avait aussi des documents juridiques, une copie d'une confession signée de la signature tremblante de Robert et un avis de licenciement. Mon père a été accusé d'avoir volé un collier de diamants, déclara Chloé, sa voix tremblant d'une rage contenue. Un collier qui appartenait à votre mère. Elle regarda directement Éléonore. Le collier s'arrafina. Éléonore haleta, ses mains volant à sa gorge, juste là où le collier avait l'habitude de reposer. Elle s'en souvenait très bien, un cadeau de Richard, lourd et froid. Il avait disparu de sa boîte à bijoux un après-midi. Richard était entré dans une fureur noire. La maison avait été retournée sens dessus dessous. Et puis, un jour plus tard, Vincent Leclerc, le jeune avocat ambitieux, annonça que le collier avait été retrouvé. Il avait été découvert dans le coffre de la voiture de Robert, enveloppé dans un vieux chiffon. Nathanaël se souvenait de l'histoire qu'on lui avait racontée. C'était un voleur. Il l'a avoué. Il a été forcé d'avouer, rétorqua Chloé, sa voix s'élevant. Mon père savait lire et écrire, mais les documents juridiques, le langage complexe. Il était terrifié. Leclerc et votre père l'ont coincé dans la bibliothèque. Il n'y avait pas d'interprète. Ils lui ont dit que s'il signait le papier, il serait clément, qu'il pourrait simplement partir et que tout serait fini. Ils lui ont dit que s'il ne le faisait pas, il s'assurerait qu'il aille en prison pour 20 ans et que moi, sa fille de 12 ans, je serais envoyé à l'aide sociale à l'enfance. Qu'auriez-vous fait, monsieur Lebrun ? Nathanaël n'avait pas de réponse. Chloé continua, la voix brisée. Il a signé pour me protéger. Il a tout perdu. Son travail, sa réputation, sa maison. Nous vivions dans une petite maison sur votre domaine. Nous avons été expulsés le jour même. Personne ne voulait l'embaucher après ça. La honte, elle l'a rongé vivant. Il a passé le reste de sa vie à faire des petits boulots, à laver la vaisselle, son esprit s'éteignant un peu plus chaque jour. Tout ça parce que votre père avait besoin d'un bouc émissaire. Éléonore pleurait silencieusement maintenant, secouant la tête d'avant en arrière. Ses mains bougèrent, s'adressant à Chloé. Je ne l'ai jamais cru. Jamais. J'ai dit à Richard, mais il ne m'a pas écouté. Il a dit qu'il avait vendu le collier. C'était une nouvelle pour Nathanaël. Son père lui avait dit que le collier était si souillé par la trahison qu'il l'avait vendu immédiatement. Un autre mensonge. Pourquoi ? Demanda Nathanaël, sa voix à peine un murmure. Il s'adressait à Chloé, mais la question était pour l'univers. Pourquoi mon père l'aurait-il piégé ? Ça n'a aucun sens. Le collier était assuré. Il aimait ma mère. Pourquoi lui faire du mal en renvoyant un homme qui était son ami ? Chloé le regarda avec une pitié qui piquait plus que n'importe quelle insulte. Vous ne savez vraiment pas, n'est-ce pas ? Votre père ne tolérait pas seulement l'amitié de mon père avec votre mère. Il la méprisait. C'était un homme possessif et jaloux. Il ne supportait pas que votre mère ait un confident, un ami qui partageait son monde silencieux, un monde dans lequel il ne pouvait pas entrer. Il ne supportait pas que quelqu'un d'aussi humble qu'un serviteur sourd puisse lui apporter un bonheur que ses diamants et son argent ne pouvaient pas acheter.
Elle fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer dans la petite pièce. Il ne s'agissait jamais du collier, monsieur Lebrun. Il s'agissait de pouvoir. Votre père a vu un lien qu'il ne pouvait pas contrôler, alors il a sectionné de la manière la plus cruelle imaginable. Il n'a pas seulement renvoyé mon père. Il a anéanti son honneur. Il s'est assuré que mon père ne puisse plus jamais s'approcher de votre mère. L'histoire, dans tous ses détails laids et déchirants, était enfin mise à nu. Ce n'était pas une histoire de vol, mais de jalousie et de pouvoir cruel. Nathanaël regarda du visage défiant et baigné de larmes de Chloé à celui, navré, de sa mère. La fondation de sa vie, l'image immaculée de son père infaillible, s'effondrait en poussière. Le mensonge avec lequel il avait vécu pendant 20 ans se dénouait, et il était emmêlé dans ses fils. L'atmosphère dans le petit appartement était lourde du poids de 20 années de vérité non dite. Nathanaël, pour la première fois de sa vie, était totalement sans voix. Il s'enfonça dans l'autre fauteuil, son assurance et son autorité se vidant de lui, laissant derrière lui un homme perdu dans la tourmente. Il regarda sa mère, la regarda vraiment, et vit non pas une dépendante fragile, mais une femme qui avait porté ce chagrin secret seule pendant 2 décennies. Éléonore, cependant, semblait puiser de la force dans ces révélations douloureuses. Les vannes de sa mémoire s'étaient ouvertes, et avec elles venait un sens renouvelé de sa mission. Elle essuya ses larmes du revers de la main et tourna toute son attention vers Chloé. Ses mains commencèrent à bouger, non plus maladroites, mais remplies d'une énergie désespérée. Il doit y avoir une preuve. Richard, il notait tout. Chaque dépense, chaque transaction. Dans son bureau. Le coffre-fort. Elle se tourna ensuite vers Nathanaël, son expression se durcissant. Nous devons y aller. Maintenant. Une nouvelle pensée commença à se former dans l'esprit de Chloé. Une lueur d'espoir dans l'obscurité. Un coup monté aussi élaboré, cela a dû coûter de l'argent, dit-elle, pensant à voix haute. Des pots de vin, peut-être quelque chose pour faire apparaître les preuves. S'il y a eu une transaction, votre père l'aurait enregistrée. Il était trop arrogant pour penser que quelqu'un oserait jamais vérifier. Nathanaël leva les yeux, son esprit passant lentement de la tourmente personnelle au territoire familier de la logique et de la stratégie. Le bureau, dans la propriété de Neuilly, il a été conservé exactement tel qu'il était à sa mort. Un musée à sa gloire. Le coffre-fort est derrière le portrait de mon grand-père. Je suis le seul à avoir le code. Une alliance fragile et tacite commença à se former dans le salon exigu. Une alliance entre 3 personnes liées par un seul mensonge. La fille en deuil cherchant la justice. Le fils dont le monde avait été bouleversé. Et la matriarche qui avait enfin trouvé sa voie. Éléonore signa avec une détermination féroce. Leclerc. Il a dû être payé. Nous trouverons le paiement. Nathanaël hésita. Leclerc dirige pratiquement le service juridique de l'entreprise. S'il a vent de cela, il l'enterrera. Tout comme il a enterré mon père, termina Chloé pour lui, sa voix froide. Vincent Leclerc est l'architecte de ce mensonge. Votre père était le client. Ne voulez-vous pas connaître toute la vérité? Ne voulez-vous pas savoir quel genre d'homme est vraiment votre mentor? Ces mots firent mouche. Nathanaël avait toujours admiré Leclerc, le considérant comme un conseiller avisé et loyal qui avait servi son père fidèlement. Maintenant, il devait affronter la possibilité que la loyauté de Leclerc n'était pas envers la famille Lebrun, mais envers ses plus sombres secrets. La décision était prise. Le trio improbable quitta l'appartement de Chloé et monta dans la voiture noire et élégante de Nathanaël, un contraste saisissant avec le quartier populaire. Le trajet jusqu'au domaine des Lebrun à Neuilly-sur-Seine fut silencieux, chaque personne perdue dans ses propres pensées. Chloé regardait par la fenêtre les lumières de la ville défiler, ressentant un mélange terrifiant d'espoir et d'effroi. Elle était sur le point d'entrer dans la fosse au lion, l'endroit même qui avait détruit sa famille, en compagnie du propre fils du lion. Quand ils arrivèrent, l'immense manoir en pierre se dressait contre le ciel nocturne, un monument à une fortune bâtie sur des secrets. L'air était froid et vif. Alors qu'ils traversaient le grand hall d'entrée au sol en marbre, Chloé sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. C'était la maison où son père avait été brisé. Nathanaël les conduisit au bureau de son père. C'était une pièce caverneuse, lambrissée d'acajou sombre et bordée de bibliothèques du sol au plafond. Un bureau massif trônait au centre, et sur le mur du fond était accroché un portrait à l'huile sévère d'un homme à l'allure redoutable, le grand-père de Nathanaël. La pièce sentait le vieux cuir, la cire et les secrets. Éléonore se dirigea vers la cheminée, sa main reposant sur le marbre froid du manteau. Elle pointa à un endroit précis. Il était toujours si fier de ce coffre. Il disait que c'était là qu'il gardait la véritable histoire de notre famille. Nathanaël se dirigea vers le portrait.
Avec une profonde inspiration, il le fit pivoter sur une charnière cachée, révélant une porte de coffre-fort en acier ultramoderne avec un clavier numérique. Ses doigts planèrent au-dessus des chiffres. Cela ressemblait à un point de non-retour. En ouvrant ce coffre, il ne cherchait pas seulement des preuves. Il commettait un acte de rébellion contre le fantôme de son père. Il entra le code. Avec un doux sifflement et un lourd déclic, la porte massive s'ouvrit. L'air qui s'en échappa était frais et sec, l'odeur de l'histoire préservée. Le coffre était garni de coffres-forts, d'étagères de documents et de plateaux doublés de velours contenant des bijoux. Le collier, murmura Chloé. Nathanaël trouva les plateaux à bijoux. Il en sortit un, puis un autre, et puis il se figea. Là, niché sur un lit de velours noir, se trouvait le diamant Sarafina. C'était une pièce magnifique, une cascade de pierres brillantes avec un énorme diamant en forme de poire en son centre. C'était d'une beauté à couper le souffle, et c'était l'arme qui avait assassiné l'esprit de son père. Éléonore le toucha d'un doigt tremblant, puis recula comme s'il était brûlant. Elle signa, son visage un masque de chagrin horrifié. Il ne l'a jamais vendu. Il a menti. Il m'a menti pendant toutes ces années. Mais l'attention de Chloé était ailleurs. Les registres, pressait-elle. Nous avons besoin des registres. Nathanaël se déplaça vers une pile de grands livres reliés en cuir. Il datait tout. Il sortit un volume marqué de l'année du licenciement de Robert. Il le posa sur le bureau et commença à feuilleter les pages, son cœur battant à tout rompre. Les entrées étaient écrites de l'écriture précise et impitoyable de son père. Registre d'achat d'actions, d'acquisitions immobilières, de dons politiques, et puis il le trouva. Une entrée datée du jour suivant la découverte du collier. Ce n'était pas une somme énorme, pas selon les normes des Lebrun, mais c'était la notation à côté qui lui glaça le sang. L'entrée indiquait 50 000 €. VL. Affaires domestiques résolues. VL. Vincent Leclerc. Affaires domestiques résolues. C'était là. La preuve, le paiement pour le coup monté, enregistré avec la même arrogance impassible qu'un achat de fournitures de bureau. Ce n'était plus seulement une accusation. C'était le reçu pour l'âme d'un homme. Soudain, le léger clic de la porte du bureau s'ouvrant derrière eux les fit sursauter tous les trois. « Vous travaillez tard, Nathanaël » s'enquit une voix suave. Ils se tournèrent. Appuyé contre le cadre de la porte, un sourire suffisant et entendu sur le visage, se tenait Vincent Leclerc. Ses yeux passèrent du coffre ouvert au registre sur le bureau, puis au visage des trois personnes qui étaient sur le point de le ruiner. Le sourire ne quitta jamais son visage. « Je pensais bien que vous finiriez par atterrir ici, » dit-il, sa voix dangereusement calme. « Il semble qu'une réunion s'impose. » Vincent Leclerc entra dans la pièce, refermant la lourde porte en chêne derrière lui avec un clic définitif. Le son résonna dans le bureau silencieux, une ponctuation finale à leur secret. Il n'était plus l'avocat lisse et obséquieux. Sa posture était différente, ses yeux brillaient d'un éclat froid et prédateur. Il avait été un loup déguisé en agneau pendant si longtemps, et maintenant le déguisement était tombé. « Je dois dire que je suis impressionné, » dit Leclerc, son regard se posant sur Chloé. La petite de Robert. Vous avez les yeux de votre père, mais vous avez un feu qu'il n'avait pas. Il a toujours été trop doux. Le mot était une insulte, un ricanement. Nathanaël s'avança, se positionnant entre Leclerc et les deux femmes. Le registre était toujours ouvert sur le bureau, un acte d'accusation à l'encre noire. C'est fini, Vincent. Tout est là. Le paiement. Leclerc gloussa. Un son sec et crissant. Paiement? Ce sont des honoraires pour services rendus, Nathanaël. Vous devriez savoir que votre père était un employeur très généreux, surtout envers ceux qui géraient ses affaires délicates. Il se dirigea calmement vers le bureau, ses chaussures coûteuses ne faisant aucun bruit sur l'épais tapis persan. Vous voyez, ce que vous avez là, c'est une entrée ambiguë dans le livre privé d'un homme mort. Ce que j'ai, moi, ce sont 20 ans de service irréprochable envers cette famille. Qui pensez-vous qu'un conseil d'administration ou un juge va croire? Je la crois, elle, dit Nathanaël, sa voix dure comme l'acier. Il fit un geste vers Chloé. Et ma mère est témoin. Les yeux de Leclerc se tournèrent vers Éléonore. Ah oui, le témoin silencieux, dit-il avec une pitié moqueuse. Une femme qui n'a pas été considérée comme une narratrice fiable depuis 30 ans. Tragique, vraiment. Ce sera ma parole contre le témoignage de la fille d'un ancien employé mécontent et d'une femme que son propre fils a traitée comme une invalide toute sa vie. Ce n'est pas un dossier solide. Ces mots étaient des fléchettes empoisonnées conçues pour diviser et conquérir. Il avait raison. Dans le monde froid et cruel du droit et de l'opinion publique, leur vérité pouvait facilement être déformée, enterrée sous une avalanche d'insinuations et de manœuvres juridiques coûteuses.
Chloé sentit une vague de désespoir. Ils avaient la preuve, mais ce n'était pas une preuve irréfutable. C'était un murmure, et Leclerc commandait un mégaphone. Mais Éléonore n'était plus la femme dont Leclerc se souvenait. Elle sortit de derrière son fils, le visage de marbre. Elle pointa un doigt tremblant vers Leclerc, ses yeux flamboyants d'un feu froid. Ses mains commencèrent à bouger, non pas en signe frénétique, mais en gestes lents, délibérés et puissants, chacun conçu pour transmettre tout le poids de sa fureur. Chloé se mit à traduire à voix haute, sa voix donnant un son à la rage silencieuse d'Éléonore. Elle dit, commença Chloé, sa voix résonnant de conviction, « Je me souviens de vous, Vincent. Je me souviens de votre sourire. Le même sourire que vous portiez le jour où vous avez dit à mon mari que vous aviez résolu le problème. Vous étiez si fier de vous. Vous ressembliez à un chat qui avait avalé un oiseau. » Le sourire de Leclerc vacilla pour la première fois. Les mains d'Éléonore continuèrent leur discours silencieux et accablant. « Vous avez dit à mon mari que Robert était faible, que vous pouviez le briser facilement. J'étais dans la pièce voisine. La porte était entr'ouverte. J'ai tout entendu. Richard pensait que mon silence signifiait que j'étais inconsciente. Mais j'écoutais. J'ai toujours écouté. La pièce était d'un calme mortel. C'était le témoignage que Leclerc n'aurait jamais pu anticiper. Le témoin silencieux avait tout entendu depuis le début. Un souvenir bien pratique, se moqua Leclerc. Mais une goutte de sueur était apparue sur sa tempe. Totalement improuvable. Peut-être, dit Chloé en s'avançant. Mais peut-être que nous n'avons pas besoin de le prouver dans un tribunal. Peut-être avons-nous juste besoin de le faire savoir au monde entier. Elle sortit son téléphone de sa poche. Je me demande ce que le monde ferait d'une histoire sur la façon dont Lebrun Industries a été construite sur un tissu de mensonges. Sur la façon dont son estimé conseiller juridique a piégé un homme sourd pour satisfaire la jalousie mesquine de son fondateur. Votre réputation, votre carrière, tout, serait anéanti. C'était un bluff, mais un bluff puissant. Toute la vie de Leclerc était bâtie sur sa réputation. Il se jeta sur elle, son sang-froid se brisant enfin. Petite garce. Nathanaël bougea plus vite. Il intercepta Leclerc, lui saisissant le bras dans une poigne de fer. Les deux hommes restèrent figés dans une impasse, le ressentiment qui couvait depuis des années explosant enfin. « Tu ne la toucheras pas », gronda Nathanaël. La porte du bureau s'ouvrit à nouveau brusquement. Cette fois, c'était Dubois, le chef de la sécurité, un homme costaud qui travaillait pour la famille depuis des années. Il avait été alerté par une alarme silencieuse que Nathanaël avait déclenchée en ouvrant le coffre. « Monsieur Lebrun, tout va bien, monsieur ?» demanda Dubois, ses yeux balayant la scène tendue. Pendant un instant, personne ne parla. L'avenir de l'héritage Lebrun, de la quête de justice de Chloé, de la carrière de Vincent Leclerc, tout était en suspens, attendant les prochains mots de Nathanaël. Il regarda Leclerc, dont le visage était déformé par un masque de rage désespérée. Il regarda sa mère, debout, grande et fière, et il regarda Chloé, qui rencontra son regard avec une force inébranlable qui reflétait celle de son père. Il avait passé sa vie à défendre l'héritage de son père. Maintenant, il réalisait que son véritable devoir était de le corriger. « Dubois, » dit Nathanaël, sa voix calme et résolue. « Monsieur Leclerc va quitter les lieux. Il n'est plus employé par cette famille ni par aucune de ces sociétés. Escortez-le dehors. Il ne doit rien emporter avec lui. » Leclerc le fixa, incrédule. « Nathanaël, tu ne peux pas être sérieux. Pense au scandale. Pense à ce que ton père... » « Je pense à ce que mon père a fait, » le coupa Nathanaël, sa voix résonnant d'une finalité qui ne laissait aucune place à la discussion. « Et je choisis d'être un homme différent. Maintenant, sors de cette maison. » Vaincu, Leclerc sembla rapetisser. Le pouvoir qu'il avait exercé pendant si longtemps avait disparu. Alors que Dubois lui prenait le bras, Leclerc lança un dernier regard venimeux à Chloé. « Vous le regretterez, » cracha-t-il. Chloé le regarda simplement partir, son expression indéchiffrable. Elle n'avait pas gagné avec un cri, mais avec un murmure. Elle n'avait pas utilisé une arme, mais un souvenir. Alors que la porte du bureau se refermait, les laissant seuls à nouveau avec le coffre ouvert et le registre ouvert, un silence profond s'installa. Ce n'était plus un silence d'absence ou d'oppression. C'était un silence de paix, de vérité, et d'une dette qui commençait enfin, après 20 longues années, à être remboursée. Les jours qui suivirent la confrontation dans le bureau furent une tempête silencieuse de changement. Vincent Leclerc fut renvoyé, son départ masqué par un communiqué de presse soigneusement formulé sur la poursuite de nouvelles opportunités. Il partit discrètement, ses menaces réduites au silence par un accord de non-divulgation et la promesse tacite que Nathanaël le ruinerait complètement s'il parlait un jour de l'affaire.
L'équilibre du pouvoir avait changé, et Leclerc le savait. Pour Nathanaël, le monde semblait différent. La figure imposante de son père avait été réduite à des dimensions mortelles et imparfaites. Il passa des jours dans le bureau, épluchant les vieux registres, découvrant non seulement le paiement à Leclerc, mais un schéma de comportement impitoyable qu'il avait autrefois pris pour de la force. Il démantelait le mythe de Richard Lebrun, et à la place, il devait décider quel genre d'homme il serait lui-même. Son premier acte fut de s'asseoir avec Chloé, non pas dans son petit appartement ou son grand manoir, mais sur un banc de parc neutre au jardin du Luxembourg. Éléonore était avec eux, une présence silencieuse mais essentielle. « Je ne peux pas défaire ce qui a été fait », commença Nathanaël, sa voix lourde d'une humilité que Chloé n'aurait jamais cru possible de sa part. « Aucune somme d'argent ne peut vous rendre votre père ou les années que vous avez perdues. Mais je dois essayer de réparer les torts. » Il lui offrit un dédommagement sur sa fortune personnelle. C'était une somme stupéfiante, suffisante pour qu'elle n'ait plus jamais à se soucier de l'argent. Mais plus que cela, il offrit une exonération publique. Il avait préparé une déclaration à publier dans la presse, lavant complètement le nom de Robert. Elle détaillait une profonde injustice historique basée sur des preuves fabriquées par un ancien conseiller juridique. C'était un chef-d'œuvre de langue de bois d'entreprise, mais en son cœur, c'était une excuse. Chloé écouta, le regard fixe. « L'argent est une chose, dit-elle. Il aidera, mais la vérité est tout. Le nom de mon père mérite d'être lavé. » Elle accepta, mais elle avait une condition. « Je ne veux pas l'argent pour moi, » expliqua-t-elle. « Je veux créer une fondation, la Fondation Robert Morin pour la défense et l'éducation des sourds. Elle fournira des bourses, des ressources et une aide juridique aux personnes sourdes qui sont si souvent ignorées ou exploitées par le système. » Nathanaël la regarda, un respect nouveau dans les yeux. Il hocha la tête. « Ce sera fait. Lebrun Industrie fournira la dotation initiale, une dotation significative. » Leur rencontre ne fut pas la fin d'une histoire, mais le début d'un nouveau chapitre. Chloé démissionna de l'Aurélia et consacra son énergie à la création de la fondation, trouvant un but qui honorait la mémoire de son père de la manière la plus profonde possible. La relation entre Nathanaël et sa mère se transforma. Il cessa de parler pour elle. Il commença à apprendre la langue des signes, ses premiers efforts maladroits mais sincères. Il commença à la voir non pas comme une responsabilité, mais comme une personne avec une histoire, des pensées et une force qu'il n'avait jamais reconnues. Ils passaient des heures ensemble, Éléonore racontant des histoires de sa vie, de son amitié avec Robert, comblant les lacunes silencieuses de la compréhension de son fils. La grande maison silencieuse commença à ressembler moins à un musée et plus à un foyer. Plusieurs mois plus tard, par un après-midi d'automne frais, Chloé, Nathanaël et Éléonore se tenaient ensemble dans une section nouvellement aménagée des jardins du domaine des Lebrun. L'air était frais, et les feuilles prenaient des teintes d'or et de cramoisi. Dans la terre riche devant eux se trouvaient des dizaines de buissons fraîchement plantés. Chloé s'agenouilla, tassant la terre autour de la base d'une petite plante. Éléonore s'agenouilla à côté d'elle, ses mains gantées faisant de même. Nathanaël resta debout, les regardant, observateur silencieux de ce rituel de guérison. Éléonore regarda Chloé, un doux sourire sur le visage. Ses mains bougeaient avec la grâce facile qui leur était maintenant entièrement revenue. Il aurait aimé ça. Chloé hocha la tête, une seule larme traçant un chemin sur sa joue. « Oui, » murmura-t-elle. « Il aurait adoré. » Elle regarda les petites plantes pleines d'espoir qui, l'été venu, produiraient une explosion d'hortensia d'un bleu vibrant et impossible. Il plantait un jardin, mais il reconstruisait aussi un héritage. Il ne s'agissait pas d'effacer le passé, mais de l'honorer. De laisser sa vérité enfin, après un long et silencieux hiver, s'épanouir. Une année s'était écoulée. Sur le domaine des Lebrun, le jardin planté en hommage à Robert Morin avait prospéré au-delà de toutes les espérances. Les buissons d'hortensia étaient lourds de fleurs. Leur tête bleue si profonde et vibrante qu'elle semblait avoir absorbé la couleur du ciel lui-même. Ce n'étaient plus seulement des fleurs. C'était un témoignage vivant d'une vérité qui avait enfin pu croître à la lumière. Mais le vrai jardin s'épanouissait dans un entrepôt rénové en plein cœur de Paris. Ce soir-là avait lieu le gala d'ouverture officielle de la Fondation Robert Morin pour la défense et l'éducation des sourds. L'espace, autrefois froid et industriel, était maintenant rempli de chaleur, d'art et du bourdonnement animé d'une centaine de conversations, à la fois parlées et signées. C'était une symphonie de communication, un lieu où le silence n'était pas une absence, mais un langage riche en nuances et en expressions. Au centre de tout, cela se tenait Chloé. Elle n'était plus la serveuse invisible de l'Aurélia. Vêtue d'une robe bleu marine simple mais élégante, elle se tenait à un pupitre, une confiance tranquille émanant d'elle. Elle regarda la foule diverse,
artistes sourds, philanthropes entendants, jeunes étudiants et défenseurs chevronnés, et commença à parler. À côté d'elle, un grand écran montrait un flux en direct de ses mains pendant qu'elle signait son discours, s'assurant que son message était accessible à chaque personne dans la salle. « Mon père, Robert, était un homme doux », commença-t-elle, sa voix claire et forte. Le monde a vu son silence et l'a pris pour de la faiblesse. Ils ont vu sa gentillesse et l'ont prise pour de la simplicité. Mais son héritage est la preuve qu'une vie tranquille peut avoir l'écho le plus retentissant. Cette fondation est cet écho. Elle est là pour s'assurer que personne ne se sente jamais sans voix, que chaque main ait le pouvoir d'être entendue, et que l'intégrité soit une langue que nous devons tous apprendre à parler. Près du fond de la salle, Nathanaël Lebrun regardait, non pas comme un bienfaiteur exigeant la reconnaissance, mais comme un humble témoin. Il s'était dépouillé de l'armure d'arrogance qu'il portait autrefois, et son visage affichait une expression calme et contemplative. Il vit sa mère, Éléonore, assise à une table près de l'avant. Elle n'était pas la figure tragique et isolée d'il y a un an. Elle était radieuse, ses mains un flou de conversation animée alors qu'elle partageait une histoire avec un groupe de jeunes étudiants sourds. Ses yeux pétillaient d'une joie qu'il n'avait pas vue depuis qu'il était petit garçon. Elle était enfin complètement chez elle, dans son monde. Après les discours, Chloé se fraya un chemin à travers la foule et rejoignit Nathanaël et Éléonore. Les trois se tinrent ensemble un moment, observant la communauté vibrante qu'ils avaient aidé à construire. Éléonore tendit la main et prit celle de Chloé. Elle regarda le visage de Chloé, puis celui de son fils, et enfin ses propres mains se mirent à bouger, façonnant un message qui leur était destiné à tous les deux. « Merci. Vous avez tous les deux rendu à mon ami son nom, et à moi, ma voix. » Un doux sourire ornait ses lèvres. Les yeux de Nathanaël s'emplirent de larmes. Il hocha simplement la tête, incapable de parler. Chloé serra la main d'Éléonore. La dette avait été payée non pas avec de l'argent, mais avec ceci, avec la transformation, avec la communauté, avec un avenir que son père n'aurait jamais pu imaginer. Son nom n'était plus synonyme de honte, mais d'espoir. Son silence avait été transformé en un millier de voix vibrantes, créant un jardin plus beau encore que celui qu'il aurait pu planter lui-même. L'histoire de Chloé, Éléonore et Nathanaël nous rappelle que la véritable force ne se trouve pas dans le volume de notre voix, mais dans le courage de dire notre vérité, même si c'est avec des mains silencieuses. Elle prouve que la justice, peu importe combien de temps elle reste enfouie, peut être déterrée par la détermination inébranlable d'une seule personne. Une femme, armée d'une langue oubliée et du souvenir inébranlable de l'honneur de son père, a défié un empire de secrets et a remodelé l'avenir de toutes les personnes impliquées. Si cette histoire puissante de résilience, de vérité et de la belle complexité de la communication vous a ému, aidez-nous à la partager. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour diffuser ce message d'espoir. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de voir que même les plus silencieux d'entre nous peuvent déclencher le changement le plus bruyant. Et assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inoubliables qui restaureront votre foi en la puissance de l'esprit humain. Merci de votre écoute.